Voiture de légende, en collaboration avec les montres Louis Erard, l'esprit du temps. Bienvenue dans Voiture de légende et pour la dernière émission de cette année 2010, nous sommes au Ezel à l'occasion de la remise des RACB Awards, les récompenses pour les meilleurs représentants belges en sport automobile tout au long de la saison, à commencer par Freddy Loax, le pilote belge de l'année, victorieux dans le championnat IRC avec cette Skoda, une 6e victoire record à Ypres. Freddy Loax, le quadragénaire, toujours vert, qu'on a donc salué à l'occasion de ces RACB Awards. Nous allons rencontrer quelques-uns des lauréats pendant cette émission, mais aussi nous rendre dans le sud, histoire de prendre un petit coup de chaleur, on en a bien besoin. C'est la saison des salons aussi, en hiver, pendant cette intersaison historique. Alors on sait que ça reprend dès le mois de janvier avec le rallye Monte-Carlo et puis les boucles de Spa. On sera au salon de Bruxelles également, au Ezel en janvier. Mais il y a un autre salon qui s'est déroulé récemment, spécialité des voitures anciennes. C'était à Barcelone, en Espagne. Retro Auto est né en 1984, un salon spécialisé en voitures anciennes et de collection. Aujourd'hui, 27 éditions plus tard, ce salon est l'un des plus importants dans le sud de l'Europe. Lors de cette édition, les jeux se sont emballés avec des activités présidées par le centenaire de la signature, Alfa Romeo. Tout l'espace était occupé par un vaste appel d'offres national et international en termes de revendeurs et de spécialistes de l'automobile, de la moto, de l'aviation, de la navigation et un grand nombre de manifestations parallèles. Autorétro 2010 est confirmé comme l'un des plus dynamiques et pluralistes de ces dernières années, pour atteindre des chiffres vraiment significatifs par ses caractéristiques. Plus de 30 000 m² d'exposition et 300 exposants venus de 8 nationalités différentes. 5 jours avec les activités quotidiennes, près de 600 véhicules et un ensemble de personnes atteignant plus de 60 000 visiteurs. L'hommage à Alfa Romeo, d'autre part, faisait également partie des attractions de cette édition du Salon Autorétro Barcelona, avec 14 modèles représentant l'histoire de la marque Obisquione en guise de clôture du centenaire. L'organisateur, Promobile Group, avait la ferme intention de placer la barre assez haut avec une affiche complète après plusieurs semaines de préparation. En fait, il s'agit d'une caractéristique intrinsèque à la salle de séjour, hall principal, afin de regarder ce qui s'est passé dans les éditions récentes, avec la participation d'exposants venant de toutes les parties d'Espagne et d'Europe, parmi lesquels comprennent une large représentation de tous les secteurs de vente dans la collection de véhicules du monde, de la reconstruction à la restauration, par l'entremise de courtiers ou fournisseurs de pièces détachées les plus variés. Cette offre avait de quoi plaire et a démontré que le salon de Barcelone était comme l'un des plus importants dans le sud de l'Europe, avec un marché qui est très apprécié par les collectionneurs grâce à une multitude d'événements parallèles à sa conception. Une activité qui est adaptée à tous les membres de la famille, ce qui prouve donc que le spectacle attire aussi le regard d'un puissant exposant européen et pour la première fois dans l'histoire d'un salon, l'un des principaux revendeurs du secteur est présent à Barcelone, Swiss Classic Car Collection. Il est également à souligner que la transaction de véhicules était représentée par la maison de vente Arcurial. Voilà pour Barcelone. Alors je vous propose de rester dans le sud, histoire de rester bien au chaud pour cette émission de fin d'année, en vous proposant une petite rétrospective des plus grands événements de la saison 2010 sur le front des courses classiques. Et évidemment, on pense, et c'est un peu pour ça que nous sommes devant la Peugeot 207 de Thierry Neuville, on pense au rallye Monte-Carlo. Alors on sait que ce sera le centenaire du Monte-Carlo au mois de janvier, dans quelques semaines, avec un pilote belge au départ, Thierry Neuville, donc sur cette 207 Super 2000 du team Chronos. Mais nous, évidemment, dans Voiture de légende, notre tasse de thé, c'est plutôt le rallye Monte-Carlo historique qui, en 2010, c'est historique, a vu la victoire d'un équipage belge.
Pour la 13e fois cette année, plus de 300 concurrents s'élancent à l'assaut des spéciales légendaires du col de Turini, Burzet, Saint-Bonnet-le-Froid, rebaptisé zone de régularité pour l'occasion. En dehors du rythme, pas de grande différence donc avec l'épreuve d'IRC courue la semaine précédente. Et pourtant si, une énorme nuance, le fameux parcours de concentration qui fait la légende de l'épreuve monégasque. Véhicules et pilotes historiques s'y retrouvent avec cette année 2 anciens vainqueurs du rallye de vitesse. Bruno Saby qui s'aligne avec une Alpine A110 et le Suédois Björn Waldegaard avec une Porsche 911 qui rappelle celle de sa victoire en 1970. 2 légendes de la spécialité parmi les 120 voitures parties de Turin la veille qui rallient à allure de sénateur le port de Monaco pour un repos bien mérité. Si l'épreuve de régularité n'a pas encore commencé, l'épreuve, tout court, est-elle plus qu'amorcée? Disparu dans les rallyes modernes, le parcours de concentration est toujours au menu, en amuse-bouche en quelque sorte, de la plus fameuse des épreuves classiques de la planète rallye. Un bon millier de kilomètres à effectuer contre vents et flocons avant de pouvoir grimper sur le podium au pied du rocher. Le plus difficile étant peut-être de se dire que c'est loin d'être terminé, car les fortunes de route n'épargnent jamais personne, même les plus célèbres et les plus aguerris. S'il est aujourd'hui plus qu'une tradition, un pèlerinage que ne manqueraient pour rien au monde les amateurs d'épreuves historiques de régularité, c'est bien le rallye Monte-Carlo. Les 93 engagés qui ont choisi de s'élancer de Reims ne le démentiront pas. Ceux-là ont dû affronter le plateau de Langres et d'intenses chutes de neige qui n'ont pas réussi à gâcher leur plaisir. Enfin, ce samedi, en milieu d'après-midi, la libération arrive à point nommé. Le podium de Monaco où l'on retrouve encore quelques grandes signatures du rallye, le Belge Marc Duet, que l'on a vu sur une Triumph TR3 et son compatriote Marc Van Dalen, le patron de l'écurie Chronos, qui a changé de rôle en quelques jours pour prendre place derrière le volant d'une Opel Commodore. C'est vrai, le Monte-Carlo historique est de plus en plus relevé. Chaque point de pénalité peut faire la différence parmi les leaders de l'épreuve, alors qu'il ne reste que 3 secteurs de nuit à parcourir. Sur le podium virtuel, Bruno Saby et Denis Giraudet forment une sérieuse opposition aux spécialistes de la discipline, presque tous membres de la fameuse école belge. Vainqueurs comme José Larrep et Joseph Lambert, à présent seuls copilotes à avoir remporté à 2 reprises le Monte-Carlo historique, ou juste heureux d'avoir bouclé la boucle comme le team des chefs, presque au grand complet, les concurrents se garent les uns après les autres dans le parc fermé, avec sur les lèvres le sourire de ceux qui ont vécu l'exception. Voilà, santé à José Larrep, parce que quand même, gagner le Monte-Carlo historique, je crois que c'est une très belle ligne à son palmarès, peut-être la plus prestigieuse de toutes. Alors Monaco, on va y rester, parce que le charme évidemment de la principauté, c'est qu'on y court en hiver comme en été. Et après le rallye Monte-Carlo historique, cap sur le Grand Prix de Monaco historique, les anciennes Formule 1 qui avaient rendez-vous à Monaco dans les rues de la principauté le week-end du 1er mai. C'est exactement il y a 60 ans que le premier Grand Prix du championnat du monde de Formule 1 a été organisé. Et pour ce faire, nous avons un invité de prestige, c'est Jackie X qui est avec nous. Merci Jackie. À Monaco, qui est un peu, Jackie, ta deuxième patrie en quelque sorte. Oui, on peut dire ça. Ça fait certainement pas loin de 30 ans que je suis à Monaco. Mais surtout, je suis très proche de l'Automobile Club. Je pense que j'ai dû être directeur de course de la Formule 1 depuis à peu près 1982. Et la dernière édition aura été cette édition-ci pour le Grand Prix historique.
puisque j'ai décidé de rendre mon tablier de directeur de course. Alors précisément, ce Grand Prix historique, Jackie, il appartient à l'histoire de la F1. On parle du 60e anniversaire de la F1, mais le Grand Prix de Monaco, la première édition, c'est 1929. C'est donc plus ancien encore que l'histoire de la F1. Et l'espèce de mariage, de fusion entre la course automobile et cette principauté est très symbolique finalement. Oui, c'est vrai, on en est à la 6e édition du Grand Prix historique. Son histoire, effectivement, c'est 1929. Gagné par une Bugatti sur 100 tours à la moyenne de 83,6. C'était un fameux challenge parce qu'il faut savoir que l'Automobile Club n'a pas toujours été l'Automobile Club. En 1907, ça s'appelait le Vélo Club de Monaco. C'est pour dire qu'il y a du chemin, puisque c'est vrai que le vélo à l'époque c'était une révolution avec le cheval. Mais déjà à l'époque, le conseil d'administration avait trouvé en 1925 que c'était une bonne idée de changer de nom et puis d'organiser un Grand Prix, qui est le Grand Prix de légende qu'on connaît aujourd'hui, tant version moderne que version ancienne. Alors cette version ancienne, ce Grand Prix de Monaco historique, je vous propose de revisiter cette édition 2010, tout à fait exceptionnelle. C'est à présent une tradition dans la tradition, perpétuant les grandes heures du Grand Prix de Monaco. Son évocation historique tous les 2 ans s'est installée définitivement dans le paysage du sport automobile international. Certains font des milliers de kilomètres depuis les États-Unis, l'Amérique du Sud ou l'Asie pour venir y participer. D'autres n'ont qu'à traverser la rue. C'est toute la magie de ce rassemblement de merveilleux fous roulants avec leurs drôles de machines. Cette année, pour la 7e édition du Grand Prix de Monaco historique, des voitures de 1925 à 1984 sont présentes. Des voitures de Grand Prix devenues Formule 1, des voitures de sport ou des Formule 3 qui ont fait la courte échelle vers la discipline reine aux plus grands pilotes. Plusieurs centaines de voitures et de pilotes, rassemblés le temps d'un week-end où le temps, justement, est suspendu. Curieusement ancré dans son époque, mais avec cette touche de nostalgie qui rappelle toujours que pour connaître son avenir, il faut savoir d'où l'on vient, l'Automobile Club de Monaco fait revivre la légende. On y retrouve des monoplaces du constructeur ERA de presque tous les types, construits par la marque entre 1935 et 1937. Une représentation britannique complétée par les Riley et les Fraser-Nash qui comptent parmi les plus anciennes du plateau. Des Alfa Romeo de la meilleure naissance, dont celles qui ont couru sous les couleurs de la Scuderia Ferrari, avec encore côté italien des Maserati, une 6cm et une 8cm, et pour la France, quelques Bugatti légendaires, dont une 35 construite en 1925. Sur la grille de départ, ce sont l'ERA Type D de Julian Bronson et la Maserati 4CL de Roland Portman qui occupent la première ligne. Bronson l'a déjà emporté à Monaco en 2002 avec une Type B et en 2008 avec ce modèle, une voiture de développement de l'usine construite en 1935 et équipée d'un moteur 2 litres à compresseur. Il faudra aussi compter derrière les 2 hommes sur la présence des 3 ERA Type B de l'américain Jan Landi, du Suisse Michael Gans et de l'allemand Rainer Ott, un autre grand habitué de ce Grand Prix de Monaco historique. On sent d'ailleurs dès les premiers mètres que les voitures de la manufacture britannique seront les plus sérieuses prétendantes à la victoire, tant elles fondent sur les premières places. La Maserati de Roland Portman est à cet instant la seule représentante d'une autre marque dans le top 5. Elle se fait même menaçante par épisode sur la numéro 58 de Michael Gans. Et après ce dépassement, elle figure à la 3e place du classement, derrière la Maserati qui revient vite sur le leader de la course. Pendant ce temps, c'est une autre bagarre plus fratricide qui a lieu entre les ERA pour la 3e marche du podium. Gans, Landi et Ott sont dans un mouchoir et se disputent la dernière place d'honneur sans retenue, au point même que le pilote suisse passe à 2 doigts d'y laisser sa voiture dans le rail de sécurité à la rascasse. Julian Bronson prend le large et pour cause,
La Maserati, partie à sa poursuite, doit renoncer sur un problème technique. Bilan, le podium est à présent occupé à 100% par des voitures de la marque britannique ERA. Le leader avec le numéro 50, c'est Julian Bronson, qui négocie les dernières dizaines de mètres de ce Grand Prix pour obtenir en principauté sa 3e victoire. Devant Jan Landi et Michael Gans, c'est un triplé des ERA au terme de ses 11 tours de course. Un drapeau belge et la Brabançonne sur le podium de Monaco. Eh bien, on a vécu ça au Grand Prix de Monaco historique, évidemment avec Jean-Michel Martin, mais aussi au Grand Prix de Monaco tout court, avec Jérôme D'Ambrosio qui s'est imposé dans la course de GP2 série. Jérôme, est-ce qu'on peut dire que cette victoire, ça a été le point d'orgue de votre saison 2010 ? Tout à fait, certainement. En tout cas, un moment très particulier. Monaco, c'est un circuit mythique avec Spa, avec Suzuka. Peut-être même encore plus parce qu'il y a une atmosphère très particulière tout au long du week-end, pas seulement dans les paddocks, mais dans la ville aussi. Et pour moi, gagner à Monaco, c'est difficile de mettre des mots là-dessus. C'était une joie exceptionnelle et certainement, avec mes débuts en F1, le point le plus positif et qui m'a rendu le plus heureux de la saison. Ok, formidable Jérôme. On ne va pas vous ennuyer plus longtemps. On vous souhaite évidemment de défendre les 3 couleurs la saison prochaine à Monaco, mais dans la catégorie au-dessus. J'espère aussi. On y travaille en tout cas durement. Donc, écoutez, on croise les doigts. On sera avec vous en 2011, quoi qu'il en soit. Et puis de Monaco à Saint-Tropez, on reste dans le sud de la France parce que vous savez que Saint-Tropez était un peu belge cette année, en étant notamment le centre nerveux du National Classic Tour. On continue notre rétrospective 2010 avec le fameux Classic Tour de Kiki Bruins. Ils étaient plus d'une trentaine à prendre le départ à Saint-Tropez, dans le sud de la France. Un National Classic Tour sous le signe de la restriction. Un événement dont l'approche budgétaire est plus conforme à l'ère du temps, mais aussi dont le fast, plus simple mais de la même qualité et de la même classe, resteront très certainement gravés dans les mémoires des privilégiés sélectionnés. En effet, les organisateurs avaient travaillé sur la base d'un nouveau cahier des charges qui se caractérisait par un tracé plus souple et moins stressant, mais permettant néanmoins de profiter non seulement des qualités d'un parcours, mais aussi de garder un caractère suffisamment sportif à ces différentes boucles autour de Saint-Tropez. Une fois de plus, cette 11e édition montrait un plateau riche de très belles machines, spécialement affûtées à ce type d'exercice. La première boucle de cet événement nous amènera vers une région assez belle, empruntant des routes peu connues pour nous amener vers ce village de Tourtour, qui est et reste un des joyaux de la région. Après y avoir déjeuné, le retour via quelques routes mythiques du rallye du Var ramèneront les concurrents vers les plages de Pamplonne. Les voitures d'avant-guerre emmenaient le groupe 1, voitures construites avant 1950, dans lesquelles côtoyaient Bugatti, Maserati, Alfa Romeo et Bentley MK6. Le groupe 2 se caractérisait quant à lui par une colonie de Porsche 356, voiture bien facile à conduire sur ce type de parcours, même si son manque de puissance handicape souvent en montagne, quelques italiennes au pédigré historiquement chargé. Les traditionnelles anglaises promenaient leur British Racing Green ou encore leur musique si spécifique et, bien entendu, une poignée de Mercedes à grosse cylindrée. Pour ces belles autos, Alain Lopez avait cependant dégoté de petites routes superbes qui permit non seulement d'éviter le gros des encombrements, mais aussi de confirmer à ceux qui en douteraient encore que cet endroit fait sans doute partie des plus beaux d'Europe. Cette journée du deuxième jour aurait dû être très belle au niveau des paysages et des difficultés, mais les conditions désastreuses dans le Var en ont voulu autrement. En effet, la frustration de l'organisateur était réelle avant le déjeuner, tant le soin avait été mis à ménager un parcours exceptionnel. De la place d'Hélice aux plages de Pamplonne, via une escale dans la profondeur, la splendeur et la grandeur des gorges du Verdon. Parcours époustouflant, vue extraordinaire et route pour finir assez piégeuse auraient dû faire de cette journée un des temps forts du rallye.
Mais le sort en a voulu autrement. Des intempéries et inondations ont frappé entre mardi en fin d'après-midi et mercredi matin plusieurs communes du Var, principalement autour de Draguignan. Un bilan victime s'est alourdi jeudi et s'élevait à 25 morts selon la préfecture. Plus de 100 000 personnes étaient par ailleurs privées d'électricité. Le lendemain et avant-dernier jour, une petite traversée du massif des Morts pour atteindre des hauts lieux du Monte qui sera parcourue en RT, tant avant le déjeuner sur la place du village de la Peine qu'après celui-ci, avant de redescendre vers le golfe via Fayence, Plan de la Tour et Sainte-Maxime. Toujours sous une pluie encore présente par endroits, une bonne partie du plateau avait pu franchir cette difficulté et se retrouver à la peine dans un endroit aussi délicieux qu'accueillant, et ce, afin de patienter avant que la direction de course ne puisse communiquer les décisions sportives qu'imposait la situation. Une fois tous les canards retrouvés ou presque, il était décidé de relancer le rallye avec quelques retards sur l'horaire situé une centaine de kilomètres en aval et sur lequel devait se dérouler le dernier test de régularité. Le rallye devenait instantanément une promenade et les concurrents ralliaient Saint-Tropez par une route détrempée. Le dernier jour est aussi fait de noms mythiques, la Garde-Freinet, Collebrière, Bormes-les-Mimosas, le Lavandou, avant de terminer sur la plage pour un lunch et une distribution des prix, les pieds dans l'eau. À l'issue du dernier jour, le classement général était remporté par Jean-Pierre Mondron et Yves Nolander. L'autre groupe va à Roland Ditren et Philippe Gatt pour les plus anciennes voitures. Beaucoup de différents souvenirs et quelques très belles images restent de cette épopée qui, même son avant-dernière journée tronquée, reste un vrai rallye. Toujours depuis la cérémonie des remises des RACB Awards, on ne voudrait pas terminer cette émission de fin d'année sans évoquer la mémoire d'une légende du sport automobile belge qui nous a quittés récemment, Jacques Swatters, le père de l'écurie Francorchamps, les fameuses Ferrari jaunes, et puis lui-même, ancien pilote, nous a quittés à l'âge très respectable de 84 ans. On l'avait rencontré il y a quelques années à l'occasion du Brussels Retro Festival qui évoquait précisément l'épopée de l'écurie Francorchamps et des Ferrari jaunes. Je vous propose de rediffuser un extrait de cette émission justement pour se remémorer ce grand personnage de la course. Notre prestigieux invité aujourd'hui, Jacques Francorchamps, forcément c'est mythique, c'est le circuit mais c'est aussi l'écurie Francorchamps, le garage Francorchamps qui a été le lieu de l'importation Ferrari en Belgique pendant un demi-siècle presque. Comment est née l'histoire? Comment avez-vous rencontré Enzo Ferrari et comment en êtes-vous venu à courir et à vendre? Le hasard, comme toujours dans la vie, c'est le hasard qui fait beaucoup de choses. En 1948, je conduisais une petite voiture MG aux 24 heures de Francorchamps. Et là, j'ai vu pour la première fois de ma vie, je me suis fait dépasser aux entraînements par un bolide incroyable. Je ne connaissais pas le nom, je ne savais pas ce que c'était. Après les entraînements, j'ai été derrière les stands voir la voiture. C'était une Ferrari conduite par Chinetti. Et j'ai été abasourdi, je suis tombé amoureux, j'ai rencontré Brigitte Bardot et Marilyn Monroe en même temps et je me suis juré qu'un jour je conduirais cette voiture. Mais j'étais loin de m'en douter que cette voiture, cette marque, ce monsieur Ferrari dont j'avais jamais entendu parler, serait devenu mon idole et serait devenu ma raison de vivre pendant 50 ans. On peut parler d'inspiration, c'est vraiment lui qui vous a accompagné. Comment avez-vous commencé à courir en Ferrari, notamment avec cette 500 F2 qui est derrière nous? Elle a une valeur émotive pour vous parce que vous avez couru, vous avez gagné avec cette voiture. Énorme, pour moi c'est un moment très émouvant de revoir cette voiture avec laquelle j'ai gagné le Grand Prix de Berlin à la VUS en 1952. Et cette victoire à la VUS, c'était si peu d'années après la guerre où nous avions été habitués à voir les SS et les Feldwebel défiler dans Bruxelles. Et moi, je me suis retrouvé sur le podium à Berlin avec 100 000 Allemands au garde-à-vous en train d'écouter la Brabançonne. C'était une chose tellement inimaginable quelques années plus tôt.
Et ça, c'est resté pour moi un de mes grands souvenirs. Alors, autre Ferrari important dans l'histoire de l'écurie Francorchamps, c'est évidemment la GTO. La GTO a marqué terriblement l'histoire de l'écurie Francorchamps parce que nous avons gagné avec les GTO, nous avons gagné 2 fois le GTO Mans, nous avons gagné 2 ou 3 fois le Tour de France. Cette voiture-ci a gagné le Tour de France avec Lucien Bianchi et Jojo Berger et elle a gagné le GT au Mans en 63. Autre Ferrari emblématique, c'est la 250 LM, la voiture jaune, c'est elle qui a failli gagner le Mans en 65. Ça, c'était le moment le plus triste de ma vie. Elle était en tête des 24 heures du Mans depuis minuit. Et à 2 heures de l'après-midi, nous avons déchappé un pneu. Et tout espoir de victoire s'est envolé. Et on a perdu les 24 heures du Mans sur un pneu déchappé. Et enfin, pour en terminer avec cette sélection des Ferrari les plus significatives de la collection présente ici, la 512S, Jacques, c'est un peu la fin de l'histoire aussi de l'écurie Francorchamps. C'est la fin d'une époque automobile, d'une époque. Moi, je dis toujours que jusqu'en 1970-71, la course automobile a été une affaire sentimentale. Et à partir de 67-68, la course automobile est devenue une affaire industrielle, une affaire financière, une affaire commerciale. Et pour moi, j'ai encore fait courir des voitures au Mans en 80, mais ce n'était plus, le cœur n'y était plus. D'abord, ce n'était plus faisable pour une écurie particulière parce qu'aujourd'hui, il faudrait de tels moyens financiers que c'est impensable de revivre une aventure comme celle de l'écurie Francorchamps. Combien de Ferrari avez-vous vendu en tout? Vous avez une idée, Jacques, à peu près? 3500. 3500 Ferrari vendus par votre canal. Par Francorchamps. Magnifique. Depuis 1952 jusqu'à il y a 3, 4, 5 ans. Alors la passion, Jacques, elle est ici quand même, dans ce Brussels Retro Festival. L'hommage qu'on vous rend, ça vous touche comment et ça évoque quoi? C'est une émotion énorme pour moi. Je ne comprends pas ce qui m'arrive parce que j'ai l'impression de n'avoir jamais rien fait d'extraordinaire dans ma vie. J'ai simplement fait courir des voitures, c'était une passion comme tout le monde. Et je suis très fier aujourd'hui et très reconnaissant aux gens du Brussels Retro Festival de me rendre cet hommage qui me touche très fort et qui me replonge 50 ans en arrière où je retrouve vraiment le cœur et la passion. Voilà, Jacques Swatters qui nous a quittés et qui a été évidemment une des grandes figures du sport automobile belge du XXe siècle. Un grand événement, une grande épreuve du sport auto aussi du XXe siècle parce que c'était déjà le cas avant-guerre et après-guerre. C'est le fameux marathon de la route, le Liège-Rome-Liège qui renaît de ses cendres en 2011. Jean-François Chaumont, vous en êtes un peu la cheville ouvrière. Alors parlez-nous de cette renaissance. Eh bien, d'abord, j'ai grand plaisir à accepter cette mission que m'a confiée le RACB parce que c'est vraiment très honorifique de faire revivre une épreuve comme ça. C'est pas un rallye comme les autres. On a la chance en Belgique d'avoir, à travers le Liège-Rome-Liège, un des plus grands rallyes du monde à faire revivre. On va le faire et on va le faire vraiment dans les grandes lignes très bien. Il est dédié aux voitures classiques. Il se déroulera au mois de juin de l'année prochaine et il renoue très particulièrement avec la génétique et l'histoire de ce Liège-Rome-Liège, c'est-à-dire un vrai marathon de la route, une épreuve pour gentlemen drivers avertis et pour pilotes qui ont envie d'en découdre avec la vitesse et avec les magnifiques itinéraires des Alpes, de Dolomites et autres endroits mythiques. Voilà, c'est un parcours mythique pour une épreuve mythique. On est très heureux qu'elle revienne au calendrier, le calendrier historique évidemment, Jean-François. Alors comment est-ce que c'est reçu? Quelles sont les premières tendances du côté des engagés, des belles voitures d'époque? Alors pour le moment, ça, je dirais, un certain succès au niveau de la catégorie compétition, parce qu'on va faire 2 catégories, bien sûr. Une compétition dans les normes des rallyes modernes, donc route fermée, vitesse pure.
Et puis une catégorie régularité qui s'adresse à ceux qui ont envie d'un petit peu moins en découdre justement. C'est très bien reçu et particulièrement par nos amis anglais qui ont encore toute l'histoire et tout le fil rouge du Liège-Rome-Liège, qu'ils appellent d'ailleurs The Liège. Et aussi parmi les concurrents belges, parce que nous avons encore pas mal quand même de témoins, de participants de cette épreuve-là qui aujourd'hui s'y intéressent de près et nous font le relais avec l'actualité de 2011 sur cette épreuve-là. Eh bien voilà, avec une participation très internationale. Merci Jean-François. On suivra évidemment ce Liège-Rome de près, avant, pendant et après, tout au long de cette saison 2011. Une année 2011 qu'on vous souhaite évidemment prospère, heureuse et sur la route évidemment. Voilà, à l'année prochaine. D'ici là, fêtez ça bien. Voiture de légende, en collaboration avec les montres Louis Erard, l'Esprit du Temps.